Voilà, donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler sur la base de quelques cas et puis ensuite un petit peu élaborer la conduite diagnostique sur les lésions de CI et de rocher. Donc, devant plusieurs situations cliniques les plus fréquentes. La première, c'est une patiente de 40 ans. Elle a une surdité de perception qui est progressive avec un examen otoscopique qui est normal. Du coup, ici, sur ce graphique, on voit les courbes de mesure, donc de la conduite aérienne et osseuse. Et comme on sait, dans la surdité de perception, les courbes, ils sont toutes les deux abaissées. Donc, il n'y a pas de dissociation. C'est important aussi quand on interprète l'imagerie, comprendre un petit peu ce qu'on regarde en clinique. Cette patiente, on va le faire à l'IRM et le scanner. Donc, ici, je vous présente juste quelques courbes. Donc, finalement, quand on regarde le scanner, on ne trouve pas grand-chose. Donc, le scanner de Rocher ici était normal. On va en reparler un petit peu après. On regarde également les conduits auditifs internes. On voit s'il y a une certaine dilatation qui peut nous indiquer à niveau de CAI s'il y a une tumeur qui peut induire dans les tumeurs bénignes des dilatations longues de canal, sans lise, bien sûr. Mais tout ça, c'est un peu indicatif. Bien sûr, ce qu'on veut, c'est aller à l'IRM dans ces cas-là, quand le scanner de Rocher est normal. Et donc, ici, en IRM, nous voyons cette lésion. Donc là, elle est assez évidente. Donc, c'est une lésion de l'angle ponto-cérébelleux, donc entre le pont et le cervelet, comme son nom indique, qui est centrée sur le paquet auditif interne. Ici, en contrôle latéral, on voit qu'il est normal. Enfin, on voit qu'il n'y a pas de masse. Ensuite, on va voir comment on l'analyse vraiment. Et puis ici, nous avons un syndrome de masse qui prend le contraste. Et on fait les 3D T2 fin pour pouvoir étudier cette masse et aussi regarder son rapport avec les différentes structures. Donc ici, on voit qu'il va un peu appuyer sur le pédoncule cérébelleux moyen pour le refouler. Et on voit qu'elle s'étend dans les conduits auditifs internes. Et ici, ce qui se passe quand ça s'étend, donc on voit que ça arrive vers la facette cochléaire et la facette vestibulaire, mais qu'aucune de deux n'est envahie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de regarder parce que ensuite les patients seront potentiellement opérés. Donc, nous devons être les plus précis possible dans la description de la lésion. Donc ici, il s'agit bien sûr d'un schwannome du 8. C'est une tumeur qui est bénigne, qui est développée à partir de cellules de Schwann. Alors, sur l'ensemble de ces lésions, la croissance, elle est lente et en moyenne à 2 millimètres par an. Mais on va voir, il y a des cas qui sont assez différents. Quand on fait des mesures, on va mesurer la portion extracanalaire. Donc, on peut tracer une tangente comme ça, comme vous voyez ici, pour séparer la portion qui est dans le canal, donc on appelle la portion intracanalaire, et la portion en dehors, donc la portion cisternale ou extracanalaire. Et ensuite, on va faire sa mesure, et donc ce qui va nous intéresser en premier lieu, ce sont les plus grands axes. On a fait cette mesure-là pour la personne extracanalaire et pour la personne intracanalaire, comme on disait, ce qui va nous intéresser, c'est voir quelles sont les structures qui sont atteintes. Est-ce que ça va jusqu'à fond de conduit ou pas? Et si oui, est-ce que ça va ensuite vers la cochlée, donc sur la facette cochléaire, ou vers le vestibule, donc sur la facette vestibulaire? Ensuite, les signaux, elle n'est pas très caractéristique. Donc, c'est un isosignal T1, isohypersignal T2. Ça se prend en contraste de façon intense. Et on peut avoir des portions kystiques. Donc, il y a des formes kystiques. Ça élimine pas du tout les diagnostics de Schwann.
Et donc, ensuite, sur des formes à volumineuses, on va voir l'effet de masse. Et ce qui va bien sûr nous intéresser, c'est est-ce que oui ou non, il y a une compression du tronc, est-ce qu'il y a une compression du quatrième ventricule? Et si oui, ben, on va aller en sustentoriel pour regarder si en effet il y a une hydrocéphalie, donc s'il y a une complication. Cette volumineuse lésion, soit kystique, comme on voit ici, soit ici, de volumineux schwannome qui ont un effet de masse. On peut avoir également, comme on voit ici, sur cette image de 3D-T2, de toutes petites schwannomes. Donc ici, c'est un schwannome infracentimétrique, ça mesure 2-3 mm, et donc vraiment sans portion cisternale, un schwannome intracanalaire. Par ailleurs, il y a aussi des schwannomes uniquement avec un portion cisternale, mais ça, pour le coup, c'est quelque chose beaucoup plus rare, mais il faut savoir que ça existe. Donc, la classification la plus classique, qui est assez ancienne, après il y a quelques nouvelles, mais celle-là, donc, elle sépare les schwannomes en quatre stades. Donc, le permo intracanalaire, comme on disait, ce sera infracentimétrique, donc juste sûrement avec une portion dans le canal. Puis, le stade 2 où ça déborde dans le CAI, mais ça ne touche pas le tronc, 1 à 2 cm, donc toujours dans la portion, comme on disait, extracanalaire. Puis le stade 3 où c'est 2-3 cm qui va donc toucher le tronc et souvent les pédoncules cérébelleux moyens. Et le stade 4 où ça va être plus de 3 cm avec les déplacements du tronc, du quatrième ventricule et donc les risques de compression. Et comme je disais, donc il y a 13% de neuronomes pour le coup qui, eux, ils vont se développer seulement au niveau de l'angle pentacérébelleux sans s'étendre dans le canal, ça élimine pas les diagnostics. Alors, pourquoi il faut très bien regarder aussi le cheminement de notre schwannome? Parce que habituellement, donc, le schwannome, il va aller vers les nerfs 8, donc soit vers la cochlée, soit vers le vestibule. Mais on peut avoir également des schwannomes qui vont aller cheminer le long du nerf facial. Et alors, ce qui est important, du coup, si jamais on a un doute sur la localisation faciale de ce schwannome, ben, ça allait bien regarder son trajectoire. Et là, donc, il faut penser aux trajectoires de nerf facial. Donc, un nerf facial, il va commencer à niveau de paquet acoustico-facial, bien sûr, à niveau de CAI. Puis, il va rentrer dans l'oreille moyenne, cheminer dedans pour ensuite, donc c'est la portion tympanique, et pour ensuite finir son trajectoire à niveau de la parotide. Donc, deux conséquences. D'une part, bah, si on trouve un schwannome, on a doute que ce soit un schwannome facial à niveau de CAI, il faut faire l'IRM jusqu'à parotide pour aller voir jusqu'à où va se propager ce schwannome, parce que ça peut se propager assez loin le long du trajet de nerf. Et de l'autre côté, bah, bien sûr, si on a une paralysie faciale périphérique et on va aller rechercher le schwannome, il ne faut pas faire seulement le CAI, mais il faut aller jusqu'au parotide, donc pour explorer les trois portions de ce schwannome. Donc, comme on disait, il y a des schwannomes kystiques, donc ça, c'est le plus souvent des schwannomes du 8. Alors, le problème dans des schwannomes kystiques, c'est le fait qu'ils sont assez rapidement compressifs. Donc, comme ils sont compressifs, bah, souvent, il y aura une sanction opératoire pour ce schwannome pour éviter l'hydrocéphalie et les différentes conséquences. Donc ici, nous avons un autre exemple. Donc là, c'est un homme, 40 ans, baisse d'acuité auditive, des vertiges. Donc le schwannome, ça peut donner une baisse d'acuité auditive, ça peut donner des vertiges. Selon est-ce que c'est un schwannome qui va être plutôt autour du nerf auditif, autour du nerf vestibulaire ou autour de deux, donc en contact avec les deux. On va pouvoir donc avoir les deux symptômes.
Donc ici, on va regarder où est-ce qu'il va. Donc là, on regarde la fossette vestibulaire, donc ici, qui elle, elle n'est pas touchée, et la fossette cochléaire pour le coup, que elle, elle est touchée. Et donc ensuite, on va regarder toute cette extension au niveau de conduit pour déterminer la prise en charge. Donc, en pratique, bah, la prise en charge, quelles sont les possibilités thérapeutiques? La première, ce sera une surveillance. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de retentissement, si on pense qu'une intervention chirurgicale améliorera pas très bien les symptômes, on peut opter initialement pour une surveillance et regarder si c'est un schwannome à croissance lente, rapide, ou s'il n'y a quasiment pas de croissance. On peut opérer directement, donc selon les volumes, le gène, l'effet sur les structures, ou on peut encore traiter par la radiochirurgie. Donc, toutes ces interventions sont possibles. C'est pour ça que c'est très important de bien décrire la lésion pour pouvoir ensuite définir ce qu'on veut en faire au mieux. Donc voilà, on disait l'évolutivité, le plus souvent une croissance faible ou lente. Puis certains cas de croissance rapide. Alors les risques plus élevés de croissance rapide, on disait il y a l'aspect kystique, ça pousse plus vite parce que les kystes peuvent plus rapidement augmenter de volume et également ça a plus rapidement l'effet de masse et il y a plus de risques aussi de croissance rapide dans les cas de sujets jeunes. Donc, ça peut être jusqu'à 1 cm par an. Donc, comme vous voyez la région que c'est, on comprend qu'1 cm par an dans cette région, c'est énorme. Dans les cas de schwannome bilatéral. Alors, le schwannome bilatéral, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours le neurofibromatose de type 2. On ne peut pas avoir de schwannome bilatéral sporadique, ça n'existe pas. Donc, ça définit en fait une neurofibromatose de type 2 avec plusieurs types de neurofibromatose. Donc, il y a là où c'est uniquement des schwannomes bilatéraux et là où il y a plus de lésions. Donc, la forme la moins agressive, donc c'est celle où on a un schwannome bilatéral, ce qui nous définit avec, par les critères la neurofibromatose de type 2, mais on peut s'arrêter là. Ça ne va pas dire qu'il y a forcément d'autres lésions. Et il y a une forme plus agressive où il y a des lésions multiples avec des schwannomes, des ménangiomes très étendus, d'autres types de lésions possibles. Donc, c'est dans ces formes plus agressives. Donc, on a un schwannome autour du nerf crânien. Ça peut être aussi au niveau du rachis. Il faut toujours faire le rachis en complément. Jusqu'au cul-de-sac dural, pas seulement la moelle, parce qu'on peut avoir souvent des schwannomes qui vont toucher les extensions nerveuses. Donc, on ne verra pas si on fait seulement la moelle. Donc, ça, c'est très important. Toujours dans ce type de bilan, on descend jusqu'au bas. Donc, méningiome, pareil, sous-tentoriel, sustentoriel ou périmédulaire, mais aussi d'autres types de tumeurs plus agressifs. On peut avoir également des gliomes ou des épendymomes associés. Donc, c'est une association génétique dans la neurofibromatose de type 2 avec une pénétrance très élevée de 95%. Et donc, ensuite, la gravité, elle va vraiment dépendre de type de mutation. Donc, s'il y a absence de gène, là, on aura une atteinte plus sévère. Si c'est une translocation ou délétion, on peut avoir une maladie moins grave. Mais dans tous les cas, ben, si on a un schwannome bilatéral, ben, c'est tout de suite un bilan complet pour aller rechercher ces méningiomes et schwannomes aux deux étages, dans cérébral et médulaire jusqu'au bas de rachis. Et évidemment, il y aura tout un bilan clinique qui sera associé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on veut voir? Donc, on va regarder dans les cas où on va trouver une lésion, qu'est-ce que le chirurgien il a besoin de savoir pour déterminer si le patient sera opéré, dans les cas où il est opéré, pour bien savoir la voie d'abord. Donc, quelles sont les voies d'abord possibles dans cette région? On a la voie translabyrinthique, donc qui passe par le labyrinthe. On a la voie rétrosigmoïdienne, donc en arrière du sinus sigmoïde. Et on a la voie suspétreuse, donc par le haut.
Et donc, selon chaque voie, bah, on a besoin de savoir l'environnement. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir comment est l'os. Donc, est-ce qu'il est hyperpneumatisé? Est-ce qu'il n'est pas hyperpneumatisé? Donc, c'est de ça dépendra la difficulté de l'ouverture, comment le chirurgien doit se prendre. Regardez bien sûr les vaisseaux. Pour ne pas avoir de surprises, des vaisseaux qui ne sont pas censés être là, des variantes, des malformations. Donc, tout ça doit être connu. Donc, pour la voie suspecteuse, bah, finalement, il n'y a pas énormément de variants qu'on va trouver, mais ce qui est intéressant, c'est savoir s'il y a une pneumatisation du toit de CI. Ensuite, pour la voie rétrosigmoïdienne, là, on peut avoir pas mal de choses. On va regarder s'il y a des veines en preview, donc comme les veines émissaires qu'on voit ici. Donc, on peut bien voir ça à l'IRM parce que de toute façon, dans le bilan préopératoire, on a scanner et IRM injecté toujours. Mais au scanner aussi, bah, par rapport à trajet vasculaire qu'on peut trouver, on a déjà certains indicateurs. Puis, regardez bien sûr s'il y a une procédance de golfe jugulaire, donc s'il est trop procédant au niveau de la mastoïde ou plus haut vers la structure de l'oreille moyenne, pour pouvoir donc éviter cette structure, voir s'il y a une pneumatisation également de parois postérieures de CI ou s'il y a des veines donc en privé. Alors, en dehors donc de Chouanon, qu'on va rechercher en premier lieu, souvent, surtout à l'IRM, quelles sont d'autres pathologies qu'on va rechercher? Donc, dans le cadre de surdité de perception. Donc, la surdité de perception, c'est une surdité qui est profonde. Et donc, les causes qu'on va rechercher, ça doit être des causes endo- ou rétrocochléaires, donc soit au niveau de l'oreille interne, soit au niveau du conduit auditif interne. Donc, à niveau de l'oreille interne, bah, on va en premier lieu regarder la cochlée. Donc, on va regarder sur le scanner de rocher. Euh, Est-ce que les structures de cochlée, ils sont complètes? Est-ce qu'ils sont normaux? Donc, on peut avoir la génésie cochléaire. Donc, ça, c'est souvent quelque chose qu'on peut trouver plutôt en pédiatrie. C'est rare qu'on va le découvrir à l'âge adulte. Parce que dans les cas de génésie, elle est vraiment complète et bilatérale. Souvent, on se rend compte assez précocement à la naissance. Et ça peut être associé à d'autres malformations. Donc, la malformation de l'étrier, bon, on est à la génésie de cochlée, l'étrier, c'est pas très important, certes, mais ça peut avoir aussi la génésie d'autres structures, donc dans les malformations de nerfs facial. Et on peut avoir des vaisseaux adhérents comme l'artère au niveau de l'étrier ou une artère carotide interne adhérente. Alors, l'artère de l'étrier, ça, c'est quelque chose qui est assez rare, mais c'est important de regarder. Donc, en contact avec l'étrier, si on ne voit pas une petite structure vasculaire, mais là, c'est important de le regarder, surtout dans le cadre de surdité de transmission, où on risque de mettre en implant une prothèse auditive, donc pour le coup, en contact avec de l'étrier. Et là, c'est fondamental de savoir s'il y a un vaisseau adhérent à ce niveau-là. Ensuite, dans les mois, donc on parle de plus sévère vers les moins sévères, il y a la cavité commune, donc souvent avec aussi une absence de fonction auditive. Donc, c'est une cavité qui est commune entre le vestibule et la cochlée. Donc, ni vestibule ni le cochlée ne sont pas formés correctement. Puis ensuite, il y a bien les hypoplasies de cochlée. Donc, l'hypoplasie de cochlée, bah, il y a les degrés différents. Donc, selon les degrés, c'est plus ou moins possible, par exemple, de mettre une prothèse auditive, donc un implant cochléaire, selon l'importance de cette hypoplasie. Donc, ici, par exemple, ça serait difficile parce qu'il y a développement uniquement du tour basal. Donc, on voit de ce côté-là, donc c'est quelque chose qui est assez globuleux, alors qu'ici, on voit une cochlée plus normale donc de côté droit. Puis, de malformations un peu plus complexes, donc c'est celle qui est la plus fréquente, enfin, ça reste quand même de malformations rares, mais parmi ces malformations, une des plus fréquentes, c'est les malformations de Mondini, qui peut être
uni ou bilatérale. Et non, c'est fréquent aussi parce qu'il y a plusieurs choses qui en caractérisent comme formation de Mondini, donc c'est de dysplasie qui peut aller de quelque chose qui est sévère vers quelque chose qui est plus léger. Donc, la dysplasie sévère, on va la caractériser quand il y a la cochlée et les kystiques. Et il y a une aplasie de modulus. Donc, modulus, c'est la petite structure, on va voir ensuite, qui va faire la partition de cochlée. Donc, s'il n'y a pas de modulus, finalement, il n'y a pas de partition de cochlée en tout. Et on va avoir tout en un kyste complet sans aucune partition. Puis, on peut avoir une dysplasie qui est modérée, donc avec un closon plutôt incomplète, et là, modulus existant, mais hypoplasique, ou une dysplasie légère, donc où il y a un modulus qui existe, mais le tour apical, il est incomplet, et donc l'aqueduc est également élargi. Voilà, donc ici, par exemple, donc là, à gauche, vous avez le rocher normal. Donc ici, nous avons notre vestibule, donc le tour latéral de... donc ici, le tour latéral. Et puis ici, nous avons la cochlée, donc avec le modulus qui est en place. Et donc, il va partitionner la cochlée. On peut aussi également le deviner à l'IRM, donc c'est en hypocinaire. Par contre, donc, quand on regarde dans notre côté hypoplasique, donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit plus le modulus. Donc, en fait, il est hypoplasique probablement. Donc, il faut suivre sur toutes les coups pour voir s'il existe ou s'il est vraiment aplasique. Donc, il n'y a pas une partition normale de la cochlée qui est associée. Par contre, le vestibule avec les conduits, les canaux semi-circulaires, eux, ils semblent être développés. Et là, donc, en arrière, ce qu'on voit, ça, c'est l'aqueduc. Donc, lui, il est dilaté. Donc, les partitions incomplètes, donc on peut avoir certains atouts qui sont présents et d'autres absents. Donc, on va suivre l'ensemble de tours de la cochlée pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui manque. Alors, d'autres choses qu'on peut trouver, donc, qui vont également conduire à une surdité, c'est le syndrome de Gusher. Donc là, c'est une communication anormale de l'oreille interne et du conduit auditif interne. En pratique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le conduit auditif interne qui est dilaté et également élargissement du canal cochléaire. Donc, le canal cochléaire, normalement, là, à l'entrée du modulus, il doit mesurer moins de 3 mm. Donc, si on voit plus, bah, c'est qu'il est élargi. Également, nous pouvons avoir des petits choix qu'on peut trouver à niveau de cochlée, donc qui vont également conduire à une surdité. Donc, ça, on va voir sur des séquences classiques de l'IRM. C'est quelque chose de parfaitement invisible au scanner. Par contre, en IRM, sur un 3D après injection avec saturation de la graisse et sur 3D2, ben, on va bien voir la petite prise de contraste à niveau de cochlée. Il faut bien vérifier que c'est une prise de contraste. Donc, dans tous ces examens, c'est toujours super important en IRM faire les séquences sans et avec injection. Parce qu'on peut également avoir, on va en reparler, des hémorragies cochléaires. Et donc, pour différencier l'hémorragie cochléaire d'un schwannome cochléaire, on a besoin de savoir que ce n'était pas déjà un hypersignal avant l'injection. Il ne faut pas faire les économies du temps et dire que j'injecte mon patient d'emblée. Si avant d'injecter le patient, on fait les 3D T1 sans injection ou l'Axial T1 sans injection ou coupe fine selon les séquences qui sont les mieux optimisées. Donc, on disait dans le cadre de différentes dysplasies cochléaires, on peut avoir une association d'élargissement de sac endolymphatique. Donc, ça peut être soit isolé, donc soit associé à une autre malformation. Donc, là, on peut le voir au scanner ou en IRM. Donc, en IRM, c'est le plus facile finalement sur le 3D2 parce que le sac endolymphatique, il va contenir du liquide. Donc, ça va apparaître en hypersignal.
Et donc ici, on voit cet élargissement. Donc ici, il faut que le diamètre soit supérieur à 1,5 mm pour qu'on puisse conclure un élargissement. Normalement, c'est une structure qui est extrêmement fine. Donc là, on voit l'élargissement de ce sac endolymphatique au scanner. Donc ici, on voit que c'est bien supérieur à 1,5 mm. Et également, ici, en IRM, c'est également assez clair qu'on a cet élargissement. Donc voilà, après, il y a des dysplasies qui sont sur des structures un peu plus mineures, donc tout peut être dysplasique, donc comme par exemple les dysplasies de canal semi-circulaire latéral qu'on voit ici avec une portion qui est très dilatée, une portion qui est trop fine, ou une dysplasie utricosoculaire qu'on va voir de ce côté-là. À niveau de conduit auditif interne, donc on peut également avoir des eugénésies du conduit auditif interne. Donc là, également, c'est rare que ce soit symptomatique parce que si on n'a pas de conduit auditif interne, ben, les nerfs ne peuvent pas passer. Donc, ni les nerfs cochléaires, ni les nerfs vestibulaires, ni également les nerfs faciaux. Donc, souvent, c'est l'un de la symptomatologie, on va se rendre compte, sauf s'il y a certains mécanismes compensateurs. Mais ce qui est très important, donc surdité avec une agénésie de conduit auditif interne, bah, ça ne sert à rien, par exemple, de mettre en place un implant cochléaire parce qu'il ne va pas fonctionner vu qu'il n'y a pas de nerf à bout qui arrive. Donc ça, évidemment, c'est un élément très important pour regarder au scanner avant de prévoir, par exemple, un implant pour une surdité. Voilà, et donc après, il y a tout type de malformations dans le CAI avec les dilatations. Donc, la dilatation de conduit elle est définie à plus de 10 mm. Donc, quand on a une dilatation de conduit, ça peut être malformative, mais il faut évidemment bien regarder à l'IRM si ce n'est pas une dilatation parce qu'il y a une tumeur dedans, comme un schwannome ou un méningiome également qui peut pousser dans les conduits. Et de l'autre côté, on peut avoir des canaux conduits très rétrécis, donc avec une hypoplasie. Ensuite, donc l'autre chose à toujours regarder, c'est le nerf, comme on disait. Donc, bon, quand il y a une agénésie, par exemple, de conduit auditif interne, là, c'est assez évident, on n'aura pas de nerf qui passe dedans. Par contre, s'il n'y a pas d'agénésie, bah, là, il faut quand même bien vérifier qu'on a tous nos nerfs. Donc, comment on regarde? On va les regarder sur le reformatage sagittal de 3D et T2. Donc, ici, au scanner, voilà, on a des rochers normaux, on ne voit pas grand-chose. On va faire notre 3D T2 en IRM. Et on va reformater en sagittal. Il faut bien se mettre quand on reformate dans les plans de chaque conduit auditif interne. Donc, on ne peut pas reformater le sagittal pour les deux conduits auditifs internes d'un coup. Il faut vraiment absolument se mettre chaque fois dans les plans, donc comme on voit ici. Et donc, ensuite, on reformate et on regarde. Et donc, du coup, bah, on voit à gauche qu'on a nos quatre nerfs. Donc, comment on les regarde? Donc, ici, on a en haut, là, on a en bas. Là, on a en antérieur, là, on a en postérieur. Et donc, ici, en supérieur et antérieur, on a les nerfs faciales. En dessous, toujours en antérieur, on a les nerfs cochléaires. Et bon, les vestibulaires, c'est facile. Ils sont tous les deux en postérieur. Évidemment, en haut, il y a le supérieur et en bas, il y a l'inférieur. Donc là, bah, on regarde à gauche, on voit qu'il y a les quatre nerfs. Donc, on est très content, c'est parfait. On regarde à droite, bah, ici, on n'en voit que trois. Et donc, du coup, bah, lesquels manquent, c'est celui qui est en avant et en inférieur, donc c'est le nerf cochléaire. Donc, les conséquences, pas de nerf cochléaire, pas, ça explique évidemment euh, les troubles auditifs, évidemment, donc la surdité qui sera a priori complète de ce côté-là parce qu'il n'y a pas de nerf. Et évidemment, il y a pas, ça ne sert à rien de mettre un implant, ça ne pourra pas fonctionner.
Voilà, donc génésie de nerf cochléaire, des fois on peut le deviner sur le coupe axial, mais c'est vraiment pas évident. Donc il faut bien regarder et vérifier en Sagittaire. Ensuite, il y a aussi des causes secondaires, donc des surdité de transmission, donc c'est les fractures donc, qui vont toucher les différentes régions donc, de l'oreille interne. Comme on voit ici, il y a une fracture qui va passer, qui va affleurer le vestibule et qui va ensuite passer par la cochlée. Et ce qu'on voit ici, ce qui est assez embêtant, donc ici, nous avons notre cochlée avec les tours basales et les deux tours supérieures. Et là, il y a en fait la fracture qui passe par la fenêtre ronde. Et donc, comme ça passe par la fenêtre ronde, bah, le problème, c'est que si on se déplace, donc ça bouge un peu la fenêtre ronde. Et donc, par conséquent, bah, on peut pas, on aura des difficultés pour mettre en emploi. Maintenant, un cas un petit peu différent. On commence toujours par l'audiométrie parce qu'on a encore dans les surdité. Donc là, un patient, 42 ans, donc ça peut être en fait, c'est des pathologies qui peuvent toucher tous les âges. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dissociation entre les deux courbes. Donc il y a la courbe aérienne qui est abaissée et la courbe osseuse qui est abaissée encore plus. Donc c'est une surdité mixte, mais elle prédomine en transmission. Et donc quand on regarde sur le scanner, ben, on voit tous ces hypodensités au scanner, donc avec des attentes qui sont péricochléaires, attente à niveau de la fenêtre ovale et également une attente qui touchera la fenêtre ronde. Et là, nous sommes dans le cas d'autospongiose. Donc l'autospongiose, c'est une dystrophie de la capsule labyrinthique. L'origine elle est multifactorielle et ça donne une surdité de transmission. Donc ça touche du gène, mais ça peut arriver à tous les âges. Et souvent, ça commence par la surdité de transmission quand ça touche juste les fenêtres ovales. Et ensuite, quand ça va se diffuser aux autres fenêtres, bah, là, pour le coup, ça peut induire une surdité mixte. Et non, c'est une surdité qui sera évolutive parce que ça va se diffuser et par conséquent, bah, il faut opérer ces patients pour pouvoir traiter les surdités. Donc voilà, ici, on voit les différentes phases. Donc là, ça touche juste la fenêtre ovale qui est ici. Là, il y a vraiment une extension péricochléaire. Et ici, c'est embêtant parce qu'il y a une extension en contact avec la fenêtre ronde. Et c'est par la fenêtre ronde qu'on va potentiellement poser des prothèses auditives dans les cas où la surdité elle devient avec un composant de surdité de perception important. Et donc, ça peut poser des problèmes. Ensuite, le chirurgien elle peut friser cet obstacle pour pouvoir quand même poser sa prothèse. Voilà, c'est surtout le scanner qui va pouvoir nous aider. Alors, à l'IRM, dans les formes sévères, on peut avoir disparition de liquide à niveau de la cochlée ou du vestibule. Donc là, pour le coup, c'est des formes très évoluées où on aura beaucoup du mal à poser des prothèses. Alors, d'autres cas de cause de surdité de transmission, donc on peut avoir des ostiomes de conduit auditif externe, dans celui qui sont conséquents d'irritation thermique ou mécanique, ou ça peut être lié à des attitudes externes récidivantes. Donc, souvent, c'est des de malformations osseuses acquises. Et donc là, la surdité, il va être liée vraiment du fait que la conduite aérienne, elle est altérée par cette obstruction. Alors, une autre histoire ici, c'est un homme, 56 ans, il a une hypoacousie, donc il prédomine sur la transmission avec une autorée. Donc, au scanner, on voit cette masse avec les osselets qu'on ne distingue pas très bien. Et ici, on est en coronal, donc normalement, on a une petite formation osseuse qui s'appelle mur de la logette, que ici est effacée. Donc, quand on continue à regarder, bah là, on va voir, donc on fait une IRM pour compléter. Et donc ici, on voit qu'il y a cette formation en hyposignal en T1, en signal intermédiaire iso-hypersignal en T2.
Et surtout, donc ici, c'est en hypersignal en diffusion. Et dans ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique dans le cholestéatome. Donc, le cholestéatome, souvent, il y a une autorité futile, pas forcément très importante, une hypoacousie, prédominant sur la transmission. Et l'autoscopie, on peut voir une masse blanchâtre au niveau de l'oreille moyen, avec formation de poches de rétraction qui peuvent se rompre. C'est un tissu un tissu de type un peu tumoral bénin, mais localement agressif qui va se propager de proche en proche. Et donc, selon l'extension, on peut avoir des vertiges, d'une paralysie faciale. Ça peut s'étendre en intracrânien, donc avec des méningites. Et donc, l'exploration, elle comporte toujours et le scanner et l'IRM. Donc ici, l'IRM, on va voir un aspect typique, comme on disait, hyposignal T1, hypersignal T2, et il n'y a pas de prise de contraste. On peut avoir de prise de contraste périphérique de tissu inflammatoire, mais il n'y a pas de prise de contraste de lésion même. Et en diffusion, c'est quelque chose qui est très dense, donc ça va apparaître en hypersignal en diffusion. Après, il faut faire attention avec le l'ADC parce que le l'ADC est censé être restreint, mais dans cette région, avec des petites lésions, des artefacts ROS, on ne va pas toujours pouvoir analyser le l'ADC. Donc, il faut vraiment regarder la séquence de diffusion. Et souvent, on le fait en axial et en coronal. Dans ces séquences de diffusion en haute résolution, on essaie de diminuer les artefacts. Ce pas les séquences de diffusion classiques qu'on fait sur le cerveau entier. Donc, après, il dépend beaucoup de constructeurs, mais il y en a chez tout le monde. Donc, il faut faire bien les bonnes séquences de diffusion. Parce que sur une séquence de diffusion classique sur encéphale, on ne peut pas éliminer un cholestéatome. Donc, ensuite, ça peut s'étendre à niveau encéphalique, comme on disait, dans des formes sévères. Donc, ici, toujours en hypersignal en diffusion. Et il faut faire attention donc sur les contrôles, surtout opératoires. On peut avoir des artefacts liés à des remaniements. Donc, des fois, on a des petits points comme ça qui apparaissent en hypersignal en diffusion. Et ça peut être juste un artefact. C'est pour ça qu'il faut faire les deux plans, donc pour confirmer que ça existe vraiment. Et par contre, bon, ici, on a cet hypersignal en diffusion associé à un hyposignal en T1 assez étendu. Donc là, en effet, c'est un cholestéatome. Donc, du coup, dans le suivi des cholestéatomes, ce qui est important, donc, c'est rechercher donc, des masses qui sont en hypersignal en diffusion, en hypersignal en T2, euh, et pouvoir les différencier des autres lésions comme fibrose ou infection qui va se rehausser, ou des granulons, parfois, ça c'est important, qui vont apparaître en hypersignal T1 spontané. C'est pour ça que moi je dis toujours que le cholestéatome, c'est bien de faire un T1 avant l'injection pour pas confondre l'hypersignal en diffusion qui est lié à des rétentions granulomateuses qui vont être en hypersignal en diffusion mais en hypersignal T1 spontané et un véritable récidive de cholestéatome. Bon, donc ça, on en a déjà un peu parlé. Donc les complications de cholestéatome sont assez multiples avec des différentes lises au niveau de l'oreille moyen, donc osselet, tegment tympani, les canaux du nerf facial, donc qui passent au niveau de l'oreille moyenne. On peut avoir des fistules labyrinthiques, on peut avoir une extension, donc une lise de structure labyrinthique, donc avec une labyrinthite aiguë et des complications intracrâniennes. Alors, une autre situation ici, c'est un patient de 55 ans. Donc, lui, il présente des vertiges et on fait cette IRM. Donc là, on voit une petite lésion qui n'est pas vraiment centrée sur le conduit auditif interne, qui apparaît en hypersignal après injection, donc ici sur le deux coupes. Et on voit ici cette prise de contraste durale, donc qui correspond à Duraltel. Donc ici, entre le fait qui se passe centré sur le CAI et le fait qu'il y a une prise de contraste durale, ben, on peut conclure qu'ici, il ne s'agit pas de schwannome, mais d'un méningiome. Donc, c'est la deuxième lésion la plus fréquente de conduit auditif
interne ou en contact, donc de l'angle pentacérébelleux. Les diagnostics au scanner, ce qu'on peut avoir parfois, c'est l'hypertrophie sur la zone d'insertion, mais dans cette région, contrairement aux autres régions, au niveau de l'angle pentacérébelleux, on n'a pas souvent une hyperostose. Non, ça ne va pas très souvent nous aider. On peut avoir le dural tail, ça c'est quelque chose qui peut nous aider. Donc, il faut bien les chercher. Et souvent, ce n'est pas centré sur le conduit auditif interne, mais comme dans ce cas-là, par exemple, que vous voyez ici, on peut avoir une extension avec un envahissement de conduit auditif interne. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous aider, mais ça ne va pas toujours trancher dans le diagnostic. Donc, il faut regarder plusieurs plans parce que parfois, il y en a un, on voit en axial, on va moins bien voir le dural tail, alors qu'ici, par exemple, en coronal, on le voit très bien. Quand on a un doute, on peut également s'aider à d'autres séquences, comme par exemple la séquence ASL. Donc, la séquence ASL, c'est Arterial Spin Labeling. Donc, c'est une séquence de perfusion sans injection de produits de contraste, qui a l'avantage également sur les séquences avec injection ou qui est moins sensible aux artefacts de l'interface interocellaire. Et donc, au niveau de l'angle pentacérébelleux, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'artefacts. Et donc, c'est quelque chose qui dure pas forcément très longtemps. On peut faire une séquence en 4 minutes. Donc, ça reste faisable dans les cas, on ne va pas forcément le faire systématiquement dans les bilans de CAI, mais dans des cas douteux, c'est quelque chose qui peut être pertinent. Du coup, ici, par exemple, on a ce cas, donc on a deux lésions. Donc, les deux vont envahir les CAI. Les deux se rehaussent de façon assez intense. Ce n'est pas forcément très évident ici de différencier entre les deux. Par contre, là, quand on va rajouter entre séquences ASL, ben, on va voir qu'il y a une qui est hyperperfusée et pas l'autre. Et donc, celle qui est hyperperfusée, ben, ça correspond à un méningiome, alors que l'autre, ça correspond au schwannom. Donc, ça marche, sauf dans certaines situations. Et là, quand même, ça reste intéressant parce que c'est les schwannomes à croissance rapide. Donc, c'est des schwannomes que parfois, dès le début, sans les suivre, on peut prédire qu'ils vont augmenter de taille de façon rapide parce qu'ils sont hyperperfusés. Et également, on va de flow void même sur les séquences 3DT2, mais ça reste un schwannome, mais de croissance rapide. Voilà, donc potentiellement, c'est quelque chose qui est corrélé au comptage vasculaire et qui pourrait prédire la croissance de Schwann. Voilà, donc du coup, le méningiome en tant que schwannome, ça peut être une des causes de vertige. Mais comment en général, donc, on va se conduire devant le vertige? Donc, évidemment, avant de rechercher les lésions, quelles que soient, on va se poser la première question. Donc, est-ce que c'est un vertige donc, d'origine plutôt centrale ou périphérique? Donc, le vertige d'origine périphérique, il sera plutôt rotatoire ou linéaire, latéralisé, avec une nystagmus latéralisée spontanée et des signes autologiques. Alors que central, on aura plutôt une instabilité, vertige désharmonieux, d'autres signes centrales qui peuvent être associés. Donc, vertige central, on ne va pas rechercher des petites lésions de l'ongle pentacérébelleux, on va d'abord penser à l'AVC vertébro-basilaire parce que c'est une urgence. Vertige périphérique, on a aussi des urgences, c'est surtout le labyrintite, on va voir pourquoi. Et puis ensuite, on a tout un tas d'autres causes, des hémorragies, de tumeurs, donc un schwannome, méningiome, d'autres lésions, ou de nivrite, ou l'IRM, elle est en fait très souvent normale dans ce cas-là, mais ça ne va pas dire qu'il ne faut pas la faire et qu'il ne faut pas chercher des lésions parce qu'ils existent. Donc, si on a un doute sur le vertige central, ben là, on va faire les REM tout de suite pour aller rechercher une ischémie vertébro-basilaire. Donc, là, comme ici, on voit une ischémie au niveau du tronc avec une occlusion de l'artère basilaire. On peut également avoir des ischémies cérébelleuses, donc avec atteinte d'une artère
vermier, nos parties basses de piquant. On va pas toujours le voir très bien sur le TOEFL, mais par contre, on va bien voir l'ischémie sur les séquences de diffusion. Et dans ce cas-là, on peut avoir des vertiges isolés qui peuvent avoir quand même une cause de d'AVC. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir quel est les types de vertiges pour pas non plus suspecter l'AVC devant tous les vertiges. Et puis après, il y a d'autres causes, l'hématome, peut-être aussi un hématome, donc avec les causes comme HTA ou Queverno. Donc, si c'est un vertige périphérique, bah, l'IRM elle est moins urgente, mais si on a un doute sur les bérantites, il faut quand même aller vite. Donc, on va faire quand même diffusion de trop de flair sur l'écran. Et sur le CAI, on va faire nos séquences de CAI, donc le T1 sans injection, puis 3D T2 et 3D T1 après injection de gadolinium, puis d'autres séquences selon la clinique. Donc, la cause à explorer quand on a une moindre suspicion, ce qui peut être urgent, c'est la suspicion de labyrintite. Donc là, on va faire en rechercher surtout dans les cas de tyran en fiction inflammatoire ou post-opératoire. Donc, on aura une prise de contraste et un hypersignal flair à niveau de structure labyrinthique. Et donc ici, bah, par exemple, c'était post-opératoire, donc avec ce foyer qui s'est infecté. Donc le problème, c'est qu'ensuite, ça peut évoluer vers la fibrose et vers la bérontite ossifiante. Forcément, c'est un risque. Et la bérontite ossifiante, le problème, c'est que ça évolue en quelques semaines. Et une fois que ça s'est ossifié, on ne peut plus poser les prothèses. Donc là, ça se rétrécit, ça s'ossifie, on ne voit plus les liquides sur les 3DT2. Donc, on ne sait plus quoi faire, on est coincé. Et le problème, donc, du coup, que forcément, bah, on ne peut plus traiter cette surdité. Alors que si on va plus vite, on peut poser les prothèses, mais on ne peut pas non plus le poser dans les milieux septiques. Donc, c'est toujours un petit peu en équilibre entre les deux. Donc, l'autre cause, je disais l'hémorragie et entre les bérantiques, c'est aussi un hypersignal flair. Par contre, c'est un hypersignal T1 spontané. Donc, ça peut être post-traumatique, mais on peut avoir aussi d'autres causes avec des différents traitements anti-agrégants, donc des causes un peu moins atypiques. Donc, c'est plus souvent, ça donne plus souvent de surdité brusque, mais ça peut aussi donner des vertiges. Et ensuite, les IRM qui seront plutôt normaux, donc on va avoir le nivrite vestibulaire, on peut avoir des prises de contraste dans de très rares cas, notamment il y a la paralysie faciale qui est associée, mais le plus souvent c'est normal, ou les déhiscences de canal semi-circulaire supérieur qui, pour le coup, sera un diagnostic plutôt scanographique et non à l'IRM. Donc là, en scanner sur le rocher, on regarde en coronal. Donc là, le canal semi-circulaire supérieur, il doit être bien couvert, alors que ici, ce n'est pas le cas. Voilà, donc ensuite, pour finir, on a quelques autres causes qui peuvent donner éventuellement de vertige, donc de type comme une kyste arachnoïdienne. Ici, donc, qui lui, il apparaît en hyposignal T1 et hyposignal T2, donc en hyposignal en diffusion, donc c'est vraiment un kyste. Le plus souvent, il est asymptomatique, mais dans quelques cas, bah, ça peut donner des vertiges et ça arrive de devoir traiter ces kystes. Ou ces cas-là, donc ici, on voit une lésion en hypersignal T2, en hypersignal en diffusion qui ne prend pas les contrastes. Et donc là, en fait, c'est un kyste épidermoïde. Donc en fait, c'est le même type de tissu que les cholestéatomes. Le nom, il va juste changer par rapport au fait que la tente elle est de siège différent. Que le stéatome, ce sera quelque chose de l'oreille moyenne, alors que là, on a plutôt un niveau de C. Voilà, donc du coup, pour conclure, parce qu'on se rapproche à 8 heures,
Donc, dans le syndrome de masse de CAI, ce qui va nous donner des surdités et des vertiges, on a au niveau de l'angle pentacérébelleux des schwannomes, des ménangiomes, des kystes épidermoïdes, des kystes arachnoïdiens. Il y a également d'autres lésions à pas oublier, comme des métastases, donc toujours suspectées si le terrain correspond, ou des maladies de système, parfois qui peuvent donner ce type d'atteinte. Donc, toujours regarder l'anamnèse du patient. Et ensuite, l'oreille interne, donc avec des schwannomes intracochléaires, des hémorragies intracochléaires, toujours faire TN sans injection. Les labyrinthites, qui est vertige périphérique, mais c'est une urgence. Les fractures de rocher, où on peut avoir l'anamnèse qui peut nous aider. Et l'autospongiose, qui commence par une surdité de transmission, mais qui va se terminer par une surdité mixte. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie Oléa qui soutient ces webinaires, de nous avoir donné l'opportunité de se réunir aujourd'hui, ainsi que mes collègues qui ont contribué à cette présentation. Est-ce que vous avez des questions?